La semaine dernière, c'était le Royal Rumble 2023. On attendait tous ce show, la hype était colossale et évidemment, ce qu'on attendait le plus, c'était le retour dans le ring de Cody Rhodes. Absent depuis plus de 6 mois, le cauchemar américain a fait son retour sous une ovation de la foule, mais surtout, il est reparti avec la victoire, surpassant 29 autres superstars pour s'orienter vers WrestleMania dans un match pour le titre. Mais si Cody Rhodes a aujourd'hui une place importante à la WWE et qu'il est l'une des figures emblématiques de la compagnie, ça n'a pas toujours été le cas et il est aujourd'hui l'heure de revenir sur l'une des vidéos les plus demandé de ma chaîne, la carrière de Cody Rhodes. Si vous êtes prêts à revenir sur tous les rebondissements de la carrière de Cody Rhodes, alors n'oubliez pas d'envoyer de la poussière d'étoiles dans les yeux, du bouton like et s'abonner alors qu'on retrace l'histoire et la carrière du American Nightmare, Cody Rhodes. Si beaucoup ont connu le run de Cody au sein de la Legacy ou plus tard en tant que Dashing Cody Rhodes ou encore Stardust, il faut revenir encore en arrière pour parler de ses débuts. Fils du légendaire American Dreams Dusty Rhodes, Cody est initié au catch dès son plus jeune âge et trouve rapidement sa vocation. Un petit peu comme Randy Orton, le fait d'avoir un père déjà dans le monde du catch et à la WWE lui permet d'intégrer rapidement le centre de développement de la WWE de l'époque, la OVW. Et également à la manière de celui qui plus tard deviendra son mentor, il ne reste pas longtemps là-bas, intégrant le roster principal un an après ses débuts. Et justement, si j'ai beaucoup parlé de Randy Orton pour commencer, c'est pas pour rien parce qu'il va avoir une grande importance dans la carrière de Cody. Dès sa première apparition télé, il est aux côtés de son père qui se fait gifler par Randy Orton et Cody Rhodes se lance donc en rivalité avec le Legend Killer. Mais finalement, la rivalité qui va commencer entre les deux ne sera pas de très longue durée puisque l'histoire avec son père prendra fin rapidement suite à un punt kick de Randy Orton. Mais si les débuts de Cody étaient immédiatement associés à son père, ce qui en soi peut être une bonne chose, il va être maintenant l'heure pour lui de créer son propre nom. Il va pendant quelques temps se chercher un petit peu en participant à divers matchs peu importants, mais il obtient tout de même de nombreuses victoires jusqu'à sa prochaine vraie histoire. Il affronte une première fois Hardcore Holly le 24 février 2007 et enchaîne les défaites contre celui-ci dans ce qui semble démarrer comme une rivalité. Mais alors que Cody est en train de se faire savater par Charlie Haas et Shelton Benjamin après avoir défait ce dernier dans un match, le vétéran vient à son secours et va là se lancer le premier vrai run de Cody Rhodes. Obtenant une première chance au titre lors des Survivor Series 2007, la nouvelle équipe formée par Rhodes et Holly échoue, mais dès le mois suivant, ils parviennent en moins de 3 minutes à battre les champions Lance Cade et Trevor Murdoch pour marquer le premier titre de Cody Rhodes à la WWE. Les deux hommes vont d'ailleurs avoir un très long règne puisqu'ils conservent leur titre de nombreux mois, participant au passage au légendaire match 12 contre 12 de la ECW que j'ai eu l'honneur de reviewer aux côtés de Christophe Ajus et Ishtou sur la chaîne L'Univers d'Ajus. Mais si jusque-là l'équipe semblait bien fonctionner et que rien n'annonçait la fin de leur règne, un événement va venir bouleverser l'union des deux hommes. Alors qu'ils viennent de subir une défaite contre l'équipe de Umaga et de la légende des rings, le shooter dans le bébé le plus apprécié de l'histoire, le GOAT Snitsky, ils sont interrompus par Ted DiBiase Jr. Lui aussi fils d'une légende de la WWE en la personne de Ted DiBiase Sr., il annonce qu'il fera ses débuts très bientôt dans un match pour les titres par équipe aux côtés d'un partenaire de son choix. Petit conseil au passage, n'allez pas écouter la promo, elle est vraiment pas bien. Mais bon, après tout, Ted est à ses débuts, donc il faut bien commencer quelque part, et franchement, commencer dans un match pour les titres par équipe, eh ben c'est pas rien. Et on arrive donc à Night of Champions, les champions font leur entrée et semblent parfaitement sur la même longueur d'onde. Leur adversaire fait son entrée tout seul et on attend maintenant de découvrir son partenaire. Mais finalement, Ted DiBiase annonce que son adversaire a du retard, qu'il suffit de démarrer le match en 2 contre 1 et que son adversaire ne va pas tarder à le rejoindre. Mais rapidement, on va comprendre que tout ça n'était qu'une ruse. Ted DiBiase demande rapidement à faire entrer Hardcore Holly dans le match et alors que Cody Rhodes fait entrer son partenaire, il l'attaque immédiatement avec un DDT et l'annonce est faite par DiBiase lui-même, son partenaire n'était nul autre que Cody Rhodes. Holly se retrouve donc seul contre les deux rookies et déguste le finisher de DiBiase, nous avons de nouveaux champions par équipe. Et très franchement, autant la promo de DiBiase à Raw est catastrophique, autant je trouve que ça c'est plutôt bien pensé. Le run en équipe de Rhodes et Holly durait depuis un moment, il était temps de passer à autre chose et très honnêtement, ce segment est très cool. Et les deux hommes parviennent à conserver leur championnat pendant de nombreuses semaines. Ils vont pendant ce run perdre mais surtout reprendre leur titre contre l'équipe de John Cena et Batista, ce qui n'est pas rien, mais là où tout va exploser pour eux, c'est lors du retour de Randy Orton à la fin de l'année. Le 1er septembre, alors que les champions par équipe se sont fait voler leur ceinture par Crime Time, Randy Orton les critique et va gifler Cody Rhodes lors d'une confrontation dans les vestiaires. Mais si on pouvait croire que Randy Orton avait une haine envers les deux, on va rapidement comprendre qu'en réalité, il souhaitait leur faire prendre conscience qu'ils étaient talentueux et méritaient bien mieux que leur situation. Cody et Ted seront donc rejoints par Manu, et si jusqu'alors ils ne formaient qu'un clan à 3, tout va rapidement changer. Les deux hommes perdent leur titre par équipe, et dans les semaines
semaines qui viennent, Randy Orton parviendra à convaincre Cody et Manu de le rejoindre dans un clan, la Legacy. Rapidement rejoint par Ted DiBiase, le clan va se séparer de Manu et ce groupe qu'on a tous connu à l'époque était officiellement né. 3 catcheurs de 2e ou 3e génération étaient associés pour dominer la WWE, la Legacy venait de naître. Ce clan, on le connaît tous et il a évidemment fait les grandes heures de la génération Catch Attack, mais en réalité, Cody Rhodes et Ted DiBiase n'en étaient pas l'attraction majeure. Associé au grand Randy Orton, Cody Rhodes n'était qu'un second couteau et malgré un bon run en équipe avec Ted DiBiase durant cette période, avec notamment de très bons matchs contre la DX, la fin du clan arrivera à peine un an après sa création et Randy Orton surpassera ses 2 anciens alliés à WrestleMania 26, sortant grandi de cette histoire et laissant un avenir incertain pour les 2 jeunes catcheurs. Mais si la fin de la Legacy n'a pas su profiter à Cody Rhodes, on peut imaginer que ces mois passés aux côtés de Randy Orton, couplé à l'honneur de partager le ring avec Triple H et Shawn Michaels entre autres, lui a permis de grandement progresser et il devait maintenant passer à l'étape suivante. Et justement, pour Cody Rhodes, l'étape suivante n'allait pas tarder à arriver. Alors qu'il errait un petit peu dans le roster sans véritablement trouver sa place, Cody devient le mentor de Husky Harris du côté de NXT, mais surtout, il est élu par les divas de la WWE, catcheur le plus beau de la fédération. Et si en soi ce sondage tout le monde pouvait s'en foutre et aurait raison de le faire, Cody va transformer ce simple événement en du véritable or. Renvoyant son rookie au vestiaire après s'être moqué de son apparence, Cody se lance dans un monologue expliquant à quel point il est beau. Il va critiquer son propre père en insistant sur le fait que sa beauté n'est pas génétique, mais surtout il va commencer à faire le tour des fans en expliquant à quel point c'est compliqué de rester aussi beau et que tout le monde devrait simplement admirer sa beauté. Continuant à troll tout le monde et à se mettre en avant, Cody conclut sa promo en annonçant qu'il n'est plus simplement Cody Rhodes, il est désormais officiellement Dashing Cody Rhodes. Et si cette promo était déjà plutôt drôle et divertissante, la suite allait encore plus nous régaler. Même s'il continue d'apparaître dans le ring pour des bons matchs, c'est surtout grâce à ses vignettes que Cody Rhodes va marquer les esprits. Chaque semaine, il apparaît pour donner des conseils beauté dans lesquels il va évidemment surtout se mettre en avant et continuer à troller tout le monde. En plus de ça, il débute avec une musique que je trouve absolument excellente, qui me fait replonger dans mes meilleures heures sur SmackDown vs Raw, et clairement, le run de Dashing Cody Rhodes était très prometteur. Son entrée avec le miroir en a marqué beaucoup, je suis sûr, et on avait vraiment là un nouveau personnage qui était très intéressant à suivre. Évidemment, puisque tout son personnage est centré autour de son apparence, Cody Rhodes va essayer de minimiser les dégâts qu'il subit au visage puisqu'il considère celui-ci comme étant extrêmement précieux. Mais une chose encore plus importante qui va se produire à l'époque, c'est que Cody va commencer à enchaîner les victoires. En solo comme en équipe, on voyait bien que Cody se construisait une place de plus en plus importante dans la mid-card et on voyait que la WWE voulait miser sur lui. Et si je parle d'équipe, c'est pas pour rien puisque dès le 20 juillet 2010, Cody Rhodes sera associé une première fois à Drew McIntyre pour créer un peu plus tard une équipe qui va marquer les esprits. Si initialement l'association entre les deux est un petit peu aléatoire, elle va prendre une importance bien plus grande lors du Raw du 30 août 2010. Les deux hommes ont tout intérêt à remporter leur match qui vise à couronner de nouveaux challengers au titre par équipe détenus par la Hard Dynasty, mais en réalité, suite à une double disqualification, les titres seront remis en jeu à Night of Champions dans un tag team turmoil. Et si jusqu'à présent Cody s'était illustré par des runs en équipe, il va remettre le couvert en remportant les titres aux côtés de son nouveau partenaire et ils deviennent officiellement les Dashing Ones. Alors je sais pas si vous êtes nombreux à avoir été marqués par cette équipe, mais en réalité, à peine 2 mois plus tard, ils vont perdre les titres au profit de John Cena et David Otunga avant de se séparer dès le SmackDown suivant. Mais finalement, le run de Dashing Cody Rhodes, même si en tant que tel il est très intéressant, c'est surtout ce qui va se passer après qui va le rendre historique. Continuant à se pavaner et à mettre en avant sa beauté, celui qu'on appelait à l'époque le fringant Cody Rhodes se lance en rivalité contre Rey Mysterio. Remportant un match de qualification pour le tournoi King of the Ring contre celui-ci grâce à une intervention de Alberto Del Rio en novembre 2010, il croise le luchador à nouveau dans un match par équipe début 2011, mais surtout en 1 contre 1 lors du SmackDown du 21 janvier 2011. Si on pensait initialement voir un match plutôt classique entre deux catcheurs talentueux, on va remarquer que le visage de Cody prend particulièrement cher dans ce match. Mais surtout, après que Rey Mysterio ait envoyé son 619 pour clôturer le match, un tournant va se produire dans la carrière de Cody Rhodes. Alors qu'on pourrait imaginer qu'une défaite déçoit fortement Cody Rhodes, on remarque que ce n'est pas son principal problème. Cody semble avoir été touché au nez suite au 619 de Rey Mysterio, et cette information sera confirmée plus tard dans la soirée puisqu'on retrouvera Cody dans les vestiaires avec un médecin qui lui confirmera que son nez est bien cassé et il va être temps de démarrer un nouveau personnage qui lui aussi nous a tous marqués. La semaine suivante, Cody apparaîtra dans une interview dos tourné pour ne pas qu'on voit son visage et annoncera qu'il ne peut plus le montrer en public. Mais ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle pour Cody. Il annoncera également ce soir-là qu'il va devoir subir une opération et qu'il ne pourra donc même pas participer au Royal Rumble. Et très franchement, pour une promo dos tourné, Cody nous démontre encore une fois son talent colossal au micro et mentionne qu'il n'est maintenant plus dashing à cause de son visage déformé par Rey Mysterio. J'imagine que vous voyez le tournant arriver et tout nous sera confirmé lors du SmackDown du 18 février 2011. Cody Rhodes apparaît avec un masque sur le visage et mentionne que son opération était un succès. Mais malheureusement pour Cody, c'est bien là le seul succès qu'il a eu ces derniers temps. Dévisagé par Rey Mysterio, il n'est plus le fringant Cody Rhodes qu'il était
auparavant, il n'a pas non plus l'opportunité de briller au Royal Rumble pour la chance d'aller à WrestleMania et il craint donc de tomber dans l'oubli. Mais il est l'heure de passer à la suite pour Cody Rhodes. Il annonce que la semaine prochaine, il effectuera son retour avec cette fois-ci une annonce majeure. La semaine suivante, c'est bien Rhodes qui viendra s'adresser à Rey Mysterio, mais pas Cody dans un premier temps puisque c'est son père Dusty qui viendra pour s'excuser des actions et des propos de son fils. Les deux hommes seront rejoints par le principal intéressé, Cody Rhodes, qui viendra tête baissée et pourra enfin s'exprimer. Une discussion va s'ensuivre entre Cody et son père dans laquelle celui-ci va essayer de convaincre Cody de s'excuser auprès de Rey Mysterio et à la surprise générale, Cody s'exécutera, s'excusant auprès de son père et du luchador. Mais alors que les deux hommes se sont serrés la main et que Dusty serre la main à Rey Mysterio, le Hall of Famer retient le lutteur masqué et celui-ci se fait détruire par Cody Rhodes qui se défoulera sur le luchador avant de lui arracher son masque. Et c'était donc parti. Celui qui était jusqu'à présent dashing change complètement de personnage avec ce masque, mais surtout avec ce ton de parole extrêmement différent et ses promos toujours excellentes mais qui changent complètement de celles qu'on avait eues jusqu'à présent. Cody n'hésitera pas à utiliser son masque comme arme dans les semaines à venir et lui qui n'avait pas de route vers WrestleMania venait enfin d'en trouver une, il allait affronter Rey Mysterio sur la plus grande scène du monde. Dans un très bon match selon moi, Cody se fait retirer le masque qu'il utilisait comme arme par Mysterio et le luchador lui rend l'appareil mais ne parvient pas pour autant à remporter le match. Et alors que l'arbitre est occupé à jeter le masque hors du ring pour remettre la balle au centre, de l'autre côté et dans le dos de l'officiel, Cody se saisit de l'attelle que Mysterio portait au genou et l'explose dans le crâne du luchador. Cody en profite et envoie son Crossroads au centre du ring pour le compte de 3 et obtient alors sa première victoire sur la plus grande scène du monde, confirmant son importance à la WWE. Cette victoire lui donnera encore plus d'importance et de confiance en lui et il va donc enchaîner avec cette gimmick dans les semaines à venir en mettant des masques en papier sur les membres du public. Pendant cette période, Cody Rhodes va également remporter le titre intercontinental en battant Ezekiel Jackson et c'est à ce moment-là qu'il va ressortir l'ancienne ceinture intercontinentale que personnellement je trouve magnifique. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quel est votre titre intercontinental préféré. Personnellement, je sais que la ceinture blanche est vraiment l'une de mes favorites et en plus elle correspondait parfaitement au personnage de Cody Rhodes. C'est aussi durant cette période que le masque de Cody Rhodes sera brisé dans le cadre de sa rivalité face à Randy Orton, ce qui lui permettra de passer à l'étape suivante en se débarrassant de son masque. Toujours champion, Cody va donc devoir s'attaquer à une nouvelle rivalité, et qui de mieux quand on n'a pas d'adversaire que le Big Show. Bon, je troll un peu, mais en fait la rivalité était pas si mal que ça, avec cette victoire du Big Show à WrestleMania qui était un bon moment feel good, mais surtout avec leur match revanche à Extreme Rules 2012 où Big Show perd le match en passant son pied à travers une table dans un moment qui est certes fortement critiqué par les fans, mais que personnellement je trouvais plutôt original. Mais si cette période était selon moi marquante et très intéressante pour la carrière de Cody Rhodes, il va être temps d'attaquer les moments un peu plus compliqués de sa carrière. Il perd d'abord le titre intercontinental contre Christian à Over the Limit et ne parvient pas à le récupérer dans les semaines qui suivent, ce qui mettra un grand frein à son run. Il s'associera ensuite avec Damien Sandow pour former l'équipe Rhodes Scholar, mais Cody se blessera lors d'un épisode de Main Event et disparaîtra à nouveau des écrans. Il effectuera son retour quelques temps plus tard, toujours en équipe avec Sandow, mais cette fois-ci avec un style différent qui était plutôt marrant et original, mais les deux n'auront clairement pas de succès en équipe avec des rivalités et des matchs peu intéressants. En plus de ça, l'équipe va se séparer lors de Money in the Bank, ce qui permettra à Sandow de remporter la mallette, alors qu'honnêtement, il aurait été bien plus judicieux de la faire gagner à Cody Rhodes, qui pour moi aurait pu avoir un run bien plus intéressant, et même probablement un encaissement de mallette réussi. Les deux rentreront suite à ça rapidement en rivalité, mais cela ne mènera à nouveau pas bien loin, et Cody commencera à perdre en importance. Mais finalement, c'est des retrouvailles familiales qui vont permettre à Cody Rhodes de se relancer. Initialement virés de la WWE, Cody et Goldust sont rejoints par leur père, alors entraîneur du côté de NXT, qui tentera de les faire réembaucher. Les deux frères Rhodes auront une première chance lors de Battleground contre les champions par équipe Roman Reigns et Seth Rollins avec une stipulation très particulière. En cas de victoire, Cody et Goldust récupèrent leur place à la WWE, mais en cas de défaite, non seulement ils restent virés, leur père l'est également, et la famille Rhodes est effacée de l'histoire de la WWE. Heureusement, rien de tout ça ne va se produire parce que pour le plus grand plaisir de la foule, les frères Rhodes battent les champions par équipe, récupèrent leur emploi et se placent en plus dans la course au titre. Honnêtement, ce match est un moment important de la carrière de Cody Rhodes, il est plein d'émotions puisqu'en plus il est aux côtés de son père et de son frère et la réaction de la foule rend le truc encore plus exceptionnel, c'est vraiment un match à voir. Mais comme je l'ai dit, en plus d'être rempli d'émotions, cette victoire permet à Cody et Goldust de se placer dans la course au titre par équipe et dès Hell in a Cell, les deux hommes battent les Usos et The Shield dans un triple threat tag team match pour remporter les titres par équipe sous à nouveau l'explosion de la salle. Le run en équipe sera extrêmement important d'une part pour des raisons historiques mais également parce qu'ils vont mettre un terme à la série d'invincibilité de la famille Wyatt et honnêtement
ils vont avoir un très bon run en équipe selon moi. Alors oui, ils vont subir beaucoup de défaites dans des matchs où les titres ne sont pas en jeu, mais ils parviendront toujours à recréer l'exploit quand il s'agira de défendre les ceintures. Bon, c'est vrai que beaucoup de personnes vont trouver que cet enchaînement de défaites va grandement entacher leur run par équipe, mais personnellement, je trouvais ça cool de les voir en tant que underdog à chaque match et ça changeait un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir. Malheureusement, la belle histoire de la famille va prendre fin lors du Rumble 2014 puisque les New Age Outlaws parviendront à les battre et à reprendre le titre par équipe. Et c'est là que malheureusement, la carrière de Cody à la WWE va réellement entrer dans une descente aux enfers. Dans les semaines suivant la perte de leur titre, les deux frères vont enchaîner les défaites, ce qui va pousser Cody Rhodes à quitter son partenaire en lui disant simplement qu'il était le maillon faible et que Goldust ferait mieux de se trouver un partenaire plus performant. Pour autant, Cody ne voudra pas abandonner son frère comme ça, et il va donc l'aider à trouver un nouveau partenaire par équipe. Initialement sans succès, la quête d'un allié pour Cody Rhodes prendra fin le 16 juin lors d'un épisode de Raw. Cody avait promis à son frère qu'il avait trouvé quelqu'un pour lui, il lui avait assuré qu'il ne s'agissait pas de Cody Rhodes, pas de R-Truth ni de Sin Cara, mais de quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Et on arrive donc à cet épisode de Raw du 16 juin, Goldust annonce son nouveau partenaire qui est nul autre que Stardust, un personnage incarné par Cody Rhodes s'inspirant de celui de son frère, et comme ça, les deux hommes se réunissent. L'équipe aura cette fois-ci plus de succès puisque les deux étranges frères vont remporter les titres par équipe, mais ne les conserveront que 2 mois avant d'à nouveau les perdre. Et si personnellement j'aimais bien le personnage de Stardust, je sais que c'était pas le cas de tout le monde, et surtout c'était pas le cas du principal intéressé, Cody Rhodes. Celui-ci ne s'en est clairement jamais caché, il n'aimait pas du tout ce personnage et souhaitait l'amener différemment aux écrans. Suite à la perte des titres, les deux frères vont donc se séparer et avoir une courte rivalité qui ne mènera pas bien loin, et Stardust entrera ensuite en rivalité contre Stephen Amell, l'acteur de Arrow. Cette rivalité sera bien sûr que de courte durée, puisqu'elle servait simplement à construire un match à SummerSlam pour permettre à Stephen Amell de catcher à la WWE. Suite à cela, Cody Rhodes va se trouver quasiment systématiquement dans les pré-shows des différents pay-per-view, et on sentait bien à ce moment-là que la WWE avait lâché l'affaire avec son personnage. Et c'est justement ça qui va grandement frustrer Cody Rhodes. Voyant que la WWE n'avait plus aucun plan pour lui et qu'il n'était pas écouté par les officiels, il décidera de quitter la fédération en mai 2016. Mais en réalité, Cody Rhodes n'avait absolument pas pour idée de quitter le monde du catch, il était l'heure pour lui d'écrire son arc de rédemption en dehors de la WWE, et on va voir que ça a été un très grand succès. Apparaissant rapidement sur de nombreux shows de fédérations indépendantes, Cody rejoint en particulier la ROH en juillet 2016 et va véritablement prouver là sa valeur dans le catch. Il va avoir de nombreux très bons matchs, mais là où celui-ci va surtout marquer les esprits de tous les fans, c'est lorsqu'il va rejoindre la New Japan Pro Wrestling en devenant membre du Bullet Club. C'est durant ce run sur le circuit indépendant que Cody Rhodes introduira son nouveau surnom, inspiré de celui de son père qui était The American Dream. Cody Rhodes devient The American Nightmare et gagne alors en charisme et son personnage prend une ampleur colossale. Sur la scène indépendante, Cody va prouver qu'il maîtrise à merveille le rôle du heel en exposant son talent au micro et dans le ring aux yeux des fans, mais il aura également de grands moments en tant que face. Il aura la chance d'affronter des noms comme Kazuchika Okada, Kenny Omega ou Kota Ibushi qui lui permettront également de s'améliorer dans le ring et de prouver à tout le monde qu'avec un bon personnage, il pouvait être une top star. Et justement, je l'ai mentionné, c'est sur le circuit indépendant que Cody fait la rencontre de Kenny Omega et des Young Bucks, avec qui il va se lier d'amitié, et le groupe qui se faisait désormais appeler l'Elite allait bientôt bouleverser le monde du catch. L'histoire vous la connaissez peut-être et je l'ai déjà raconté sur la chaîne. En mai 2018, l'Elite organise All In et parviennent à remplir une salle de plus de 10 000 personnes pour un show de catch indépendant aux États-Unis, un événement jamais réalisé auparavant. Mais si cet exploit à lui seul était déjà très important pour le catch et pour la carrière de Cody Rhodes, le match qu'il aura ce soir-là va d'autant plus marquer son histoire. Lui qui a perdu son père il y a maintenant 3 ans, lutte depuis toutes ces années avec pour objectif de le rendre fier en remportant un titre mondial. Et justement, lors de All In, Cody a l'occasion de le faire en remportant un titre historique du catch, le titre NWA. Et c'est donc dans un moment d'émotion immense dont je me rappelle encore aujourd'hui que Cody défait Nick Aldis sous l'ovation de la salle pour devenir nouveau champion NWA, faisant honneur à son père et à sa famille. Mais Cody ne comptait bien sûr pas s'arrêter là. Avec le succès de cet événement et grâce au soutien de Tony Khan, l'Elite a l'occasion d'enfoncer le clou en créant une nouvelle fédération de catch aux États-Unis qui deviendra rapidement le principal concurrent de la WWE, la AEW. Cody est donc l'un des créateurs de la AEW et il aura un rôle très important dans les vestiaires, mais ce qui va marquer de manière d'autant plus importante son run du côté de cette fédération, c'est ce qui va se passer sur nos écrans. Initialement face, c'est-à-dire apprécié du public, Cody Rhodes va avoir de très bons matchs là-bas avec des victoires et évidemment des défaites, mais il y a une défaite en particulier qui aura plus d'importance que les autres. Lors de Full Gear 2019, le American Nightmare a l'occasion d'affronter le champion AEW de l'époque, à savoir le légendaire Chris Jericho. Mais si l'enjeu était déjà immense, Cody va le rendre encore plus important en annonçant qu'en cas de défaite, il ne combattra plus jamais pour un titre de champion du monde à la AEW. Et si on a l'habitude de voir des promesses de ce type ne pas être tenues, on va voir que Cody Rhodes va lui tenir sa promesse. Vous vous en doutez si je dis ça, le fils de la légende Dusty Rhodes perd son match face au champion et ne pourra donc plus jamais combattre pour le titre de champion du monde de la AEW. Et donc, durant tout son run du
du côté de cette fédération, Cody aura évidemment de très bons matchs et même des titres de champion, notamment TNT, mais plus jamais il n'aura d'opportunité au titre mondial et franchement, cette décision force le respect. Parce que vous vous en doutez, si Cody Rhodes fait partie des gens qui ont aidé à créer l'AEW, il fait évidemment aussi partie de ceux qui prennent les principales décisions créatives dans les vestiaires. Et donc, la décision de se retirer définitivement de la course au titre et de s'y tenir pour de bon, c'est quelque chose que lui seul a décidé et c'est extrêmement honorable. Durant son run d'environ 3 ans, Cody aura de nombreux grands matchs à l'AEW, toujours en grande majorité appréciés par le public, mais la fin de l'année 2021 va pour lui marquer un tournant gigantesque qui va perpétuer en 2022 pour atteindre son climax en 2023. Alors qu'il se lance en rivalité avec Sammy Guevara autour du titre TNT, le public commence petit à petit à tourner le dos au cauchemar américain. Pour diverses raisons, les fans en ont marre de Cody. Ils ne veulent plus le voir et n'apprécient plus son personnage et le rejettent totalement. Pourtant, malgré ses nombreux détracteurs, Cody parvient à surpasser Guevara lors du Rampage du 25 décembre 2021 et devient à nouveau champion TNT pour la 3e fois. Le public n'est évidemment pas en majorité ravi de cette victoire et une revanche est prévue pour Battle of the Belts le 8 janvier. Malheureusement, Cody va tomber malade et ne pourra donc pas participer au match et Sammy Guevara deviendra ce soir-là champion TNT intérimaire en attendant le retour du champion officiel. Mais avec 2 ceintures, il sera temps de régler les comptes une bonne fois pour toutes et de couronner le champion TNT indisputé dans un ladder match lors de Beach Break 2022. Si les fans attendaient le match avec impatience, Cody va surtout nous offrir quelque chose de grandiose avant même d'aller défendre son titre. Le 19 janvier, celui-ci entre sur le ring pour parler au public. Sous les huées de ceci, il mentionne la pipe bomb de CM Punk. Il parle du fait que dans cette promo, CM Punk a parlé de choses qu'on ne pensait jamais entendre. Qu'il était choqué à l'époque quand il l'a entendu dire qu'il irait à la New Japan, qu'il irait faire équipe avec les Young Bucks, et pourtant, rien de tout cela n'a été accompli par CM Punk. Malgré son retour immense à la AEW, Punk n'a pas eu l'occasion de réaliser tous les accomplissements qu'il a mentionnés lors de cette promo en dehors de la WWE. Et donc, il a fallu que quelqu'un d'autre s'en charge. Quelqu'un d'autre est allé catcher dans le monde entier. Quelqu'un d'autre a affronté les plus grands noms au Japon et aux États-Unis. Et ce quelqu'un d'autre est nul autre que lui-même, Cody Rhodes. Cody va carrément briser le 4e mur dans cette promo puisqu'il va répondre aux fans qui demandent depuis de nombreuses semaines qu'il fasse son heel turn en justifiant qu'il reste face puisque les fans l'ont applaudi quand il en avait le plus besoin. En bref, on sent clairement dans cette promo que Cody Rhodes lâche l'intégralité de ce qu'il a sur le cœur et ça fait plaisir. Le champion TNT parle des portes interdites et cette fois-ci sous l'ovation des fans, il dit que sans lui, il n'y aurait pas de portes interdites. C'est lui l'homme qui les a construits et il montre là à quel point il en est fier. Mais si tout ça est évidemment très important, ce n'est rien aux côtés de toutes les références à la WWE que Cody va faire dans cette promo. Il fera des sous-entendus à NXT, des références à des catcheurs de la WWE, il mentionnera indirectement les changements de nom à la WWE, enfin bref, Cody va grandement intriguer et passionner les fans avec cette promo. Mais trêve de parole, il était temps de clôturer cette histoire au sens littéral du terme, Cody Rhodes contre Sammy Guevara dans un ladder match pour le titre TNT. Et honnêtement, prenez une pause dans la vidéo pour aller le voir ou alors regardez-le juste après parce qu'il s'agit là de l'un des meilleurs matchs de Cody Rhodes. L'intensité et le suspense sont si forts que tout le monde était investi dans le match. Les spots sont absolument fous et on sent que les deux hommes donnent absolument tout pour régaler le public et Sammy offre à Cody un match d'anthologie. Mais surtout, après un cutter hyper impressionnant et après avoir envoyé une Swanton Bomb sur le American Nightmare qui était sur une échelle, Sammy Guevara grimpe sur l'échelle au centre du ring et décroche les 2 titres TNT pour devenir champion indisputé. Et si j'ai autant insisté sur l'importance de ce match, c'est évidemment parce qu'il est excellent, mais aussi et surtout parce qu'on va voir qu'il s'agit là en réalité du dernier match de Cody Rhodes du côté de la AEW. Alors qu'il n'a plus catché depuis ce match de folie, l'annonce est faite le 15 février 2022, Cody Rhodes quitte la compagnie qu'il a aidé à construire et il n'est plus sous contrat avec la AEW. Mais alors que va-t-il faire maintenant? Eh bien la suite vous la connaissez sûrement. Il est l'heure pour Cody de mettre à exécution son plan et de clôturer son arc de rédemption. Durant les semaines suivant son départ, les rumeurs fusent. Que va faire Cody? Vers quelle compagnie de catch s'oriente-t-il? Va-t-il arrêter complètement la discipline ou bien s'orienter vers la plus grande structure aux États-Unis, la WWE? De son côté, à la WWE, Seth Rollins essaye depuis des semaines de se frayer un chemin sur la carte de WrestleMania. Malgré toutes ces tentatives, il n'y parvient pas et finit par trouver un arrangement avec Vince McMahon. Celui-ci le rassure. Il aura bien un match à WrestleMania contre un adversaire choisi par le président lui-même et les rumeurs qui étaient déjà nombreuses vont encore plus s'envoler. On arrive donc à WrestleMania 38. Seth Rollins fait son entrée et attend au centre du ring l'homme choisi par Vince McMahon pour l'affronter ce soir. La salle est plongée dans le noir, la foule est impatiente et soudain... Wrestling has more than one royal family. Le cauchemar américain réalise son retour tant attendu à la WWE sous l'explosion de la salle et cette fois-ci, il n'est pas question de dashing, pas de hand dashing, pas de moustache et encore moins de Stardust. L'homme qu'on a devant nos yeux est celui qui s'est construit durant ces 6 dernières années sur la scène indépendante, le cauchemar américain Cody Rhodes.
Dites-moi en commentaire comment vous avez vécu ce retour de Cody Rhodes, mais je sais que personnellement j'avais un petit peu suivi de loin son run sur le circuit indépendant et donc le voir revenir à la WWE avec ce personnage et cette musique juste excellente sous l'ovation du public, c'était un réel plaisir. Bien sûr, le retour de Cody est triomphant, il bat Seth Rollins pour le plus grand plaisir des fans et va ensuite se lancer en rivalité contre celui-ci. La rivalité entre les deux est absolument excellente, autant dans le ring avec cette trilogie de magnifiques matchs que dans l'histoire avec de très bonnes promos entre les deux qui sont bien sûr très talentueux au micro. Cette rivalité commencera très bien pour Cody puisqu'il bat à nouveau Seth Rollins lors de WrestleMania Backlash et il était donc temps de régler cette histoire une bonne fois pour toutes à Hell in a Cell. Mais quelques jours avant le show, on va apprendre une mauvaise nouvelle. Cody Rhodes s'est blessé gravement et il risque de ne pas pouvoir participer au match. On apprendra plus précisément qu'il s'est déchiré le muscle pectoral à la salle de sport et on craint à ce moment-là que le match soit annulé. Et d'ailleurs, je dis on craint, mais en réalité cela ne faisait aucun doute, ce match n'aurait pas lieu. Et pourtant, à l'approche du show, la nouvelle tombe. Malgré sa blessure, Cody combattra bien à Hell in a Cell. Le American Nightmare fait son entrée et alors qu'on ne connaît pas encore précisément la gravité de la blessure, il retire sa veste et là, c'est la stupeur générale. L'état du pec droit de Cody Rhodes ainsi que la totalité de son bras est catastrophique et pourtant, il est bien là ce soir. Mais Cody ne va pas se contenter d'être là. Il affronte Seth Rollins dans un match excellent de plus de 20 minutes dans lequel il va subir et infliger des dingueries malgré la douleur et rien qu'avec ce match, il va prouver à tout le monde qu'il était de retour pour atteindre les sommets et que rien ne pouvait l'arrêter. Pas même une douleur quasi insupportable ne freinerait Cody et il vient à bout de Seth Rollins ce soir-là, montrant sa résistance et sa persévérance au monde entier. Mais vous vous en doutez, une telle blessure ne peut pas être ignorée. Cody va donc disparaître des écrans après avoir subi une nouvelle attaque de Seth Rollins à Raw et il sera temps pour lui de se reconstruire. Il se fait opérer rapidement et entame une nouvelle fois sa route vers les sommets. Il suit sa rééducation parfaitement, reprend le sport et enfin, l'annonce est faite à l'approche du Royal Rumble, Cody se lance dans la route pour WrestleMania en intégrant le Royal Rumble match. On arrive donc au Royal Rumble et c'est le match masculin qui ouvre le show. 28 catcheurs font leur entrée, il ne reste donc plus que 2 hommes à intégrer au match. En 29e position, c'est Logan Paul qui va débarquer et on sait donc tous ce qui nous attend pour le 30e participant. Cody Rhodes effectue officiellement son retour sur le ring en nous proposant un match de fou puisqu'il sera à la lutte pendant de nombreuses minutes face à Gunther et enfin, après avoir placé son Crossroads sur le champion intercontinental, il lui envoie une corde à linge pour l'éliminer du match et Cody Rhodes s'envole donc vers WrestleMania en créant l'exploit de remporter le Royal Rumble match. On espère donc que sur la plus grande scène du monde, Cody Rhodes aille jusqu'au bout de son arc de rédemption et le clôture enfin en détrônant Roman Reigns pour devenir le champion indisputé de la WWE parce qu'honnêtement, il le mérite grandement. En plus de ça, il y a des rumeurs qui parlent d'un retour de cette magnifique Eagle Belt en cas de victoire de Cody et honnêtement, ce serait non seulement excellent parce que la ceinture est très belle, mais en plus, ce serait un beau clin d'œil à son passé. Aujourd'hui, son personnage est bien meilleur que celui qu'il avait à la WWE, même si personnellement j'ai apprécié sa période dashing puis undashing. Cody Rhodes est apprécié des fans et il est très talentueux et donc il est normal de le voir au sommet de la WWE en tant que champion du monde. Je reprendrai évidemment son histoire à WrestleMania pour clôturer définitivement cette course vers la gloire et cette remontée incroyable, mais pour l'instant c'est ici que s'achève l'histoire de la carrière de Cody Rhodes, le cauchemar américain. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez bien sûr pas à devenir le véritable cauchemar du bouton like et s'abonner en leur plaçant votre meilleur Crossroads et également à me rejoindre sur ma chaîne Twitch et ma chaîne secondaire, les liens sont en description. Et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.